Bonjour chers étudiants, j'espère que vous portez bien. Donc comme promis, ceci est une vidéo explicative de la deuxième phase de l'élaboration de la stratégie de commerce électronique. Donc dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la deuxième étape de cette démarche, vu que nous avons déjà abordé dans une première capsule la première étape en détail. Donc, à partir des éléments évoqués lors de la phase précédente, nous sommes amenés à expliquer comment mettre en œuvre cette phase de formation de stratégie. Ainsi, pour pouvoir concrétiser cette étape, le manager ou le porteur de projet e-commerce doit se poser quelques questions, à savoir quelle mission faut-il donner à l'activité de commerce électronique et quel but il faut lui assigner. Deuxièmement, dans quel domaine d'activité stratégique faut-il investir? Troisièmement, quels avantages concurrentiels faut-il mettre en avant dans chaque domaine d'activité? Donc, commençons à répondre déjà à la première question. Il faut savoir que la mission de l'activité électronique ne saurait se résumer à être la version électronique de l'activité traditionnelle. Elle ne s'aligne en effet pas nécessairement sur celle de l'activité traditionnelle parce que les activités en ligne représentent parfois une sous-partie de l'activité traditionnelle, mais peut-être sur un plus vaste territoire. Parfois, au contraire, les activités en ligne vont permettre à l'entreprise de sortir de son périmètre habituel pour aborder d'autres rivages. Il faut dire que, d'une certaine manière, le e-commerce permet de redistribuer des cartes et réorganiser le jeu des affaires. Avant, une présence physique, une présence physique auprès de votre cible suffisait. Puis, une simple présence en ligne sur les moteurs de recherche comme Google faisait affaire. Ensuite, on a commencé à inciter et insister sur le fait de renforcer sa présence et gérer sa e-réputation sur les réseaux sociaux. Maintenant, après les circonstances actuelles, après le confinement, la présence sur des moteurs de recherche spécialisés en e-commerce tels que Amazon prend une dimension beaucoup plus importante, voire même une présence obligatoire dans cette plateforme gigantesque, par exemple comme celle d'Amazon, pour que ton commerce puisse survivre et coexister. Dans, certaines situations, nous pouvons dire que la situation de départ joue pour beaucoup. Parce que tout simplement, l'histoire d'une entreprise, son identité, ses ressources et ses compétences actuelles conditionnent largement sa trajectoire future. Mais il faut que cette entreprise prenne en considération impérativement le fait que sa formulation de sa stratégie doit évoluer. Et à commencer par son mix marketing, les fameux 4P, qui, sans doute, devront se convertir en e-marketing mix. C'est l'objet du cours de semestre prochain qui va porter sur la matière de e-marketing où on va aborder beaucoup plus en détail le e-marketing mix. Donc voilà, entre parenthèses. Donc, passons maintenant à la deuxième question, à savoir dans quel domaine d'activité stratégique faut-il investir? Pour pouvoir répondre à cette question, il est pertinent d'utiliser le concept de réseau de valeur. Il s'agit globalement de déterminer quelle place l'entreprise va tenter de prendre entre le producteur et le client final. En matière de e-commerce, il s'agit plus précisément de savoir si l'entreprise se concentre exclusivement sur l'achat-revente des produits, qui constitue assurément le cœur de métier de tout commerçant, ou si elle prend la décision de produire toute ou partie de l'offre qu'elle commercialise, ou bien de se consacrer aussi à la mise en relation des acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire sans acheter et revendre les produits commercialisés. Par exemple, le site de Avito. On peut naturellement trouver toutes les combinaisons. L'entreprise qui met simplement en relation, l'entreprise qui commercialise sans produire, l'entreprise qui produit et qui commercialise, ou encore l'entreprise qui produit, commercialise et met en relation. Par conséquent, après le choix de la position dans le réseau de valeur, et qui est fait surtout en se basant sur le résultat de la première phase d'initiation, il faut identifier les facteurs clés de succès et la mise en avant des avantages concurrentiels. Car c'est là où réside le complément de réponse à notre question. Dans quel domaine d'activité stratégique faut-il investir? Donc, les facteurs clés de succès sont définis comme les règles à suivre pour réussir. On peut distinguer les facteurs clés de succès nécessaires, ceux qui permettent de survivre,
et les facteurs clés de succès suffisants et sont ceux qui permettent de se développer et de gagner de nouveaux parts de marché par rapport aux concurrents. Une fois identifiés, en se basant sur notre diagnostic des ressources et compétences effectué lors de la phase d'initiation, la démarche consiste à déterminer les avantages concurrentiels que l'entreprise va développer si elle ne les possède pas déjà et les mettre en avant. Je vous ai présenté en diapo une liste générique de facteurs clés de succès selon le type d'entreprise, à savoir un distributeur revendant des produits achetés par ailleurs ou un industriel vendant ses propres produits ou services. Toutefois, cette liste doit être approfondie et travaillée en fonction de la position de l'entreprise. Est-ce que c'est un industriel ou bien un distributeur? Est-ce que c'est un acteur en place ou un nouvel entrant dans le marché? Il faut savoir aussi que les facteurs clés de succès dépendent souvent des attentes des clients. Il faut donc se pencher alternativement, il faut donc se pencher attentivement sur ces dernières en matière d'offres par exemple. Quels sont les produits ou services les plus attendus par le client? Mais il faut aussi savoir comment faire accéder le client à cette offre en rapportant des éléments de réponse par rapport à ces questions, à savoir quelle modalité de consultation de l'offre mise en place, quelles conditions de livraison faut-il appliquer, mais aussi quels moyens de paiement faut-il adopter. Il faut noter que les facteurs clés de succès constituent autant de défis pour l'entreprise, donc il serait judicieux de savoir si elle pourra les relever. La réponse à cette question à la voie passive commence par un examen attentif des avantages concurrentiels dont l'entreprise dispose. Cependant, il faut souligner qu'en matière d'avantages concurrentiels, il est important de distinguer l'avantage comparatif de l'avantage compétitif, car souvent les étudiants les considèrent comme synonymes. Le premier, l'avantage comparatif, caractérise une véritable différence en matière de création de valeur relativement aux concurrents. Le deuxième, l'avantage compétitif, construit ou renforce la préférence du consommateur envers l'entreprise. Donc, sans la transformation de l'avantage comparatif en un avantage compétitif, on ne peut pas véritablement parler d'un avantage concurrentiel. Je le répète, sans la transformation de l'avantage comparatif en un avantage compétitif, on ne peut pas parler d'un avantage concurrentiel. Il est important de déterminer si l'entreprise possède ou non les avantages comparatifs nécessaires. Autrement dit, si elle dispose de ressources supérieures à ses concurrents, comme par exemple une marque plus puissante, des entrepôts plus nombreux, des capitaux plus abondants ou bien un relationnel plus élargi. Il faut rajouter que c'est positif si l'entreprise maîtrise mieux que ses concurrents les compétences nécessaires en matière d'achat et de choix de fournisseurs, création de trafic, fidélisation de clients ou bien la gestion des collaborateurs. Et oui, ça rentre dans les ressources nécessaires à la création des avantages concurrentiels. Il faut savoir que c'est possible de se trouver dans une situation en tant que manager où ton entreprise a un avantage comparatif pour un facteur clé de succès particulier, mais aucun avantage pour un autre. Donc, dans ce cas, il faut déterminer pour chaque facteur clé de succès s'il faut développer ses avantages ou non. Si c'est oui, il faut dans ce cas soit les acquérir, qui s'avère entre parenthèses une solution parfois coûteuse, ou bien les développer en interne, qui s'avère aussi une solution longue et incertaine, ou en les obtenant via des partenariats et des alliances qui peuvent parfois être ou faire des alliances avec des concurrents. Oui, parfois on le fait. Sauf que cette solution est souvent la plus choisie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet de travailler et de combler le manque à gagner dans tes ressources et compétences et ça te permet d'évoluer rapidement dans les parts de marché, par rapport à tes parts de marché. Donc pour conclure, par rapport à ce diapo, il faut savoir que chaque avantage comparatif peut donner naissance à un ou à plusieurs avantages compétitifs, à condition que ces avantages compétitifs doivent être rares, pertinents aux yeux des clients,
que ces avantages compétitifs reposent sur des avantages comparatifs solides et durables. Et idéalement, ces avantages compétitifs ne pourront pas être copiés à court terme par les concurrents. Donc, pour répondre à la troisième question, à savoir quels avantages concurrentiels faut-il mettre en avant dans chaque domaine d'activité, il faut savoir que, en général, le site marchand propose un grand nombre d'offres, gamme de produits variés ou plusieurs prestations de services. Plusieurs questions de stratégie marketing se posent alors. Qui sont les clients visés? Quelle est la proposition de valeur, c'est-à-dire l'ensemble des bénéfices apportés aux clients visés? Et quel est le positionnement global du site marchand? Il faut noter que l'offre s'adresse aux clients habituels de l'entreprise, comme elle peut permettre d'élargir la cible. Dans des cas extrêmes, on peut aussi imaginer découpler la cible interne de la cible habituelle. On peut envisager que la cible Internet soit différente de la cible habituelle. C'est possible. Dans ce cas, l'entreprise devra probablement se présenter à cette nouvelle clientèle avec une marque spécifique pour éviter la confusion et diminuer le risque d'échec. Donc, la question du ciblage est centrale car le web permet à des concepts très pointus de se développer, surtout avec l'évolution et l'exploitation des données issues du big data. Maintenant, on commence à parler du nano-targeting ou bien du micro-ciblage. Il faut savoir aussi que plusieurs chercheurs et académiciens, surtout anglophones, ont identifié 6 segments génériques des clients dont les motivations et critères de choix diffèrent sensiblement. Ils ont pu différencier entre les clients enthousiastes, qui sont fortement motivés et très exigeants envers environ 31% des clients sur Internet, sont de ce type de clientèle. Et puis il y a les avant-gardistes, à peu près 17%. Puis il y a aussi les basiques, qui sont souvent intéressés par les achats spécifiques et non par la profusion de l'offre. Ils sont en moyenne 14% sur Internet. Il y a aussi les peureux, qui perçoivent un risque élevé par rapport à la moyenne à la réalisation des transactions en ligne, environ 14% aussi. Et les derniers qui sont les apathiques, généralement, ils sont peu motivés par l'achat en ligne et qui constituent seulement 6% de l'échantillon étudié. Par rapport à la proposition de valeur, il faut savoir que c'est un concept essentiel dans la mesure où il doit être possible de résumer en quelques mots les bénéfices spécifiques apportés par l'entreprise à ses clients. L'entreprise devra veiller à définir une proposition de valeur qui respecte les critères mentionnés dans la diapositive. Donc, être en mesure de formuler une proposition de valeur pertinente suppose donc de ne pas fonctionner avec une connaissance obsolète ou trompeuse, se baser sur des études d'autres secteurs, autres pays ou autres périodes. Mais il faut étudier en profondeur les attentes de chaque cible de client. Par rapport au positionnement de l'offre, il faut dire que chaque offre doit être bien positionnée sur son marché, c'est-à-dire prendre une place forte et précise dans l'esprit des clients visés. Le positionnement est en résumé la proposition de valeur nécessairement très simple. Il tient dans les quelques bénéfices fondamentaux, généralement de 1 à 3 bénéfices, pas plus, que l'entreprise doit choisir avec soin à partir d'une connaissance in fine de sa cible et plus spécifiquement de ses meilleurs clients. C'est pour cela, toutes les facettes de mix marketing communiquent le positionnement, ce qui implique que les différents éléments doivent former un ensemble cohérent, à savoir le design du site web, les produits sélectionnés, les conditions de livraison, la marque à poser. En définitive, l'entreprise devra veiller à ce que le positionnement voulu de l'offre, ce que l'entreprise souhaite dire, correspond bien au positionnement perçu, comment le client perçoit cette offre. Donc, pour s'en assurer, l'entreprise devra régulièrement mener des études marketing. Pour conclure, je dirais qu'il faut mieux que l'entreprise dise ce qu'elle est que laisser les autres dire ce qu'elle n'est pas.
Ben, notre vidéo touche à sa fin. Comme j'ai dit l'autre fois, je présenterai chaque phase dans une vidéo explicative pour que vous puissiez mieux assimiler le cours dans sa globalité et pour que la vidéo ne soit pas trop longue et vous puissiez le voir et le revoir. Donc oui, j'insiste sur le fait de voir et revoir la vidéo parce que tout simplement ça vous aide à mieux assimiler le cours et combler vos lacunes. Je suis en train de préparer la prochaine vidéo pour vous expliquer la phase de déploiement de la stratégie. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule vidéo.